HDR. Ceci est une émission de radio. Nous interrompons notre émission pour un message urgent. Je le répète, ceci est une émission de radio. 99.1. I feel a vibration. Bonjour monsieur. Mieux précisé déjà. I feel it. Tout de suite monsieur. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio HDR pour ce nouveau numéro La Voix des municipales. Dans cette émission, nous donnons la parole aux élus municipaux pour revenir sur la campagne, le terrain, le soir des résultats, l'installation du conseil municipal, mais aussi sur la feuille de route pour les années qui viennent. Aujourd'hui, nous recevons Marine Caron, conseillère municipale, conseillère métropolitaine, candidate aux élections municipales à Rouen avec la liste Réussir Rouen. L'objectif de cette émission est simple, comprendre ce qu'elle retient de cette campagne, ce qu'elle a entendu chez les habitants, comment elle voit son rôle dans l'opposition municipale et quelles priorités elle souhaite porter. Bonjour Marine Caron, nous allons parler de votre ressenti. Pouvez-vous nous le donner ? Une campagne municipale, c'est un moment de rencontre assez extraordinaire et incroyable. Moi, j'ai fait un choix personnel. Je m'y suis consacrée à 100% pendant 6 mois, donc de septembre à mars 2026. Pour aller rencontrer le plus possible de Rouennaises et de Rouennais. Les rencontrer dans tous les quartiers, échanger sur leurs problématiques, sur leurs priorités, sur leurs difficultés du quotidien, sur ce qui va bien aussi, parce que dans une campagne, on écoute les choses qui vont mal, mais aussi on écoute les choses qui vont bien, parce que ça peut permettre d'en tirer des leçons pour faire mieux ailleurs, par exemple. Et forcément, c'est hyper intense. On y met toute son énergie, on s'y donne corps et âme, on fait des sacrifices. Moi, j'ai fait des sacrifices sur ma vie professionnelle, sur ma vie familiale aussi. J'ai moins vu mes enfants pendant cette période-là. Je me suis beaucoup reposée sur mes proches qui m'ont soutenue et ont pris le relais. Donc oui, c'est extrêmement intense, épuisant, mais c'est un épuisement positif. En tout cas, moi, j'en ressors à chaque fois grandi. J'en ressors riche de plein de rencontres, de plein d'expériences, de plein de paroles, et avec une volonté toujours plus forte de m'engager pour la ville où je suis née. Donc, même si les résultats sont pas ceux que on avait escomptés ou espérés, on n'en garde que le positif, parce que c'est comme ça qu'on avance. Vous avez quand même amélioré votre score de 2020, j'allais dire 2022, non excusez-moi, je confonds avec le présidentiel. Vous avez amélioré votre score de 2020, donc on peut dire que cet effort que vous avez donné pendant cette campagne vous a quand même donné de la visibilité. Vous êtes arrivé aussi en 2e position. Oui, bien sûr, on a fait une vraie évolution avec un contexte différent aussi. En 2020, je partais toute seule sans aucun soutien. En 2026, j'ai su rassembler les partis politiques du centre, de la droite, mais au-delà, beaucoup de citoyens qui ont eu envie de s'engager. Donc forcément, il y a une démarche et une étape qui a été franchie. Il y a un résultat qui est un résultat meilleur. Maintenant, quand on s'engage aussi fort, forcément qu'on a d'autres attentes et d'autres espoirs. Mais j'ai entendu la voix des milliers de Rouennaises et de Rouennais qui ont voté pour nous, qui nous ont accordé leur confiance. Moi, je souhaite être à la hauteur de l'espérance qu'ils nous ont confiée en votant pour nous. C'est pour ça que quand on s'engage sur une campagne, on le fait avec un projet, et puis après, les choses ne s'arrêtent pas brutalement, au contraire. En effet, on est aujourd'hui 7 élus à être entrés au conseil municipal dans l'opposition, et avec plein de sujets qu'on a déjà commencé à porter et qu'on continuera à porter, qui sont dans la lignée de la campagne qu'on a menée pendant plus d'1 an à peu près. Parlons de votre mandat. HDR. Vous écoutez HDR 99.1 HDR. HDR, le mix de toutes les cultures. HDR. Effectivement, là on rentre justement dans le concret. Le conseil métropolitain et le conseil municipal ont été installés. Quel avait été votre ressenti pour les 2 installations ? C'est des moments assez traditionnels, les installations. On va élire le maire de la ville, le président de la métropole, son exécutif, c'est-à-dire les adjoints, les vice-présidents. À partir du moment où un candidat a gagné, il est majoritaire. Donc, dans tous les cas, les choses s'établissent dans le sens qu'il a voulu. Donc nous, en tant qu'opposition, on ne fait que constater les choses sans avoir de rôle et d'impact sur cette décision-là. Donc nous, on fait le choix en général de ne pas participer au vote de l'élection du maire ou des adjoints, par exemple, parce que c'est déjà fait, en fait. La prime majoritaire fait que dans tous les cas, il n'y a pas de surprise. Et tant mieux, c'est comme ça que fonctionne la démocratie aussi. Ça permet que la personne qui gagne, son équipe, puisse véritablement travailler, parce que s'il y avait
avait une incertitude, ça empêcherait la ville d'avancer. Donc ça n'aurait pas de sens. Maintenant, nous, on a rappelé dans un discours introductif ce qui était important pour nous, à l'échelle de la ville, d'être attentif à un traitement plus équilibré, plus juste et plus sain de l'opposition municipale, parce qu'on avait pendant 6 ans été réduit à néant. Et moi, je continue de regretter que dès qu'on est source de propositions, de suggestions, elles soient balayées d'un revers de la main sur le principe que vous êtes l'opposition, donc ça ne nous intéresse pas. Je pense que l'exercice démocratique, il grandit au contraire des différences qu'on peut avoir qui parfois peuvent mener à un chemin équilibré dans l'intérêt des habitants, des Rouennaises et des Rouennais. Donc ça, on l'a rappelé. On a rappelé qu'on serait au rendez-vous des sujets sur lesquels les Rouennaises et les Rouennais nous ont demandé de nous impliquer, la sécurité, sous tous ses angles, la vie commerçante, le soutien aux artisans et au commerce, l'attention particulière portée à tout ce qui concerne l'enfance, l'éducation, la parentalité, c'est des sujets extrêmement importants. Avec le drame qui s'est passé là récemment dans une crèche de la ville de Rouen, on voit à quel point c'est un sujet qui est sensible, mais également sur la question de la propreté de la ville, de son attractivité, la question du logement, enfin tous ces sujets-là qu'on nous a portés pendant la campagne. Nous, on a dit lors de ce conseil municipal d'installation, nous serons au rendez-vous des Rouennaises et des Rouennais qui espèrent autre chose pour leur ville et qui n'ont pas fait le choix de la majorité actuelle, parce que c'est aussi ça la démocratie. D'ailleurs, pensez-vous que le fait que la majorité actuelle soit de nouveau installée, elle va peut-être changer comparé au bilan de 2020 et de 2022 ? C'est-à-dire qu'elle vous écoutera peut-être plus, elle prendra peut-être plus de conseils auprès de vous, ou vous pensez qu'ils feront, entre guillemets, du fait qu'ils ont une majorité pleine et entière, un peu les choses à leur façon ? Ils ont une majorité pleine et entière. Du coup, ils n'ont pas besoin de nous pour décider de quoi que ce soit. Après, d'écouter l'opposition. Exactement, je partage absolument. Et même d'être plutôt constructif, notamment quand il y a des sujets sensibles. Alors après, le maire actuel nous a ouvert un peu plus la porte à la représentativité de manière proportionnelle. Donc on siège dans certaines instances où on n'était pas sous le précédent mandat. Donc c'est une forme d'ouverture, on peut le considérer ainsi et on l'apprécie. On a un membre de notre équipe qui est président de la CAO, c'est la commission d'appel d'offres, là où on voit passer les grands marchés publics au-delà d'un certain montant financier, ce qui fait qu'on a un point de vigilance, un point de regard, d'attention pour éviter qu'il y ait des erreurs phénoménales qui se reproduisent, comme par exemple, je ne sais plus si on en avait parlé ensemble, mais l'amende de 1 million d'euros qui avait été imputée à la ville de Rouen pour non-respect des marchés publics sur la procédure sur la Basselle Saint-Ouen. Ça, par exemple, c'est 1 million d'euros. C'est énorme, 1 million d'euros. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire dans les quartiers avec 1 million d'euros qui ont été perdus parce que la ville de Rouen n'a pas respecté le code juridique des marchés publics. Et donc ça, le fait qu'on soit dans cette commission d'appel d'offres permet d'avoir une vigilance plus forte et de pointer du doigt ce qui pourrait être des irrégularités. Mais c'est pas le seul biais. Il y a d'autres instances dans lesquelles on siège désormais. Donc, on sera vigilant, on sera ferme, mais on ne sera pas là pour être les empêcheurs de tourner en rond. Ça n'a pas de sens, en fait. Donc, on sera là pour agir de manière constructive et souligner quand on considère qu'il y a des sujets qui ne vont pas bien. Sur le logement social, je siège à Rouen Habitat, par exemple. Donc, ce sera ma mission d'être vigilante sur ces sujets-là et sur plein d'autres enjeux. Pardonnez-moi de revenir un peu en arrière, mais c'est vrai qu'on va revenir un peu aussi sur le temps de la campagne. On vous a vu beaucoup active. Le sujet principal que les habitants de Rouen vous ont demandé de porter était lequel ? Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de choses, le logement, l'éducation, le commerce. Mais le sujet qui vous a vraiment le plus parlé auprès des habitants qui sont venus à vous en vous disant nous, voilà, c'est ça qui nous dérange le plus. Je ne vais pas faire de bullshit. Le sujet qui revenait le plus, c'était celui de la sécurité sous tous ses angles. Parce que la sécurité, ce n'est pas uniquement de la police. C'est simplement se sentir bien dans la ville où on est, se sentir protégé, ne pas se questionner sur si je sors tard le soir, est-ce que je risque de me faire agresser, ne pas se questionner sur est-ce que si je traverse la rive, parce qu'on a encore ces stéréotypes-là, malheureusement, je vais me faire voler mon portefeuille. Et donc forcément, c'est un sujet qui est essentiel aujourd'hui, surtout quand on est à Rouen, la 4e ville la plus dangereuse de France. Voilà, ça a été un vrai sujet pendant la campagne. C'était pas un sujet pour faire peur, c'était pas un sujet pour attirer des électeurs en particulier, c'était un sujet du quotidien des habitants. Donc oui, on l'a pris très au sérieux, on avait des mesures très fortes, très claires, sur lesquelles on s'est engagé, sur lesquelles on sera vigilant pendant la durée de ce mandat. Mais c'est un sujet parmi d'autres. Moi, j'aimerais aussi parler par exemple d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'enfance et l'éducation.
communication. Vous posez la question. Bah Je vous oui, en prie. bah oui, moi je suis maman de 3 enfants, donc forcément j'ai entendu les familles qui s'inquiètent parce qu'elles n'arrivent pas à trouver des places en crèche. J'ai entendu les mamans qui s'inquiètent parce que dans certains quartiers, après l'école, il n'y a rien pour leurs enfants, donc ils finissent par traîner à droite à gauche et quel avenir est-ce qu'on leur offre. La problématique du périscolaire, quelle formation pour les animateurs de périscolaire, quel accompagnement, parce qu'on peut les pointer du doigt, mais la ville ne leur donne pas les moyens de pouvoir bien faire leur travail. Et quand on voit qu'un animateur périscolaire, il préfère aller dans une autre commune de la métropole plutôt que de rester à Rouen à cause de la précarité du job, faut se le dire. Tout simplement qu'un animateur en périsco, pour qu'il assure la cantine chaque midi, est payé par mois entre 300 et 400 euros, même pas. Sachant qu'au moment où il commence, c'est-à-dire à la rentrée de septembre, son salaire lui est versé que fin octobre. Oui, Vous donc il y a voyez mais bien sûr, moi j'ai été La alertée. dinguerie, et Il y a des- pardon d'utiliser un mot familier, mais la dinguerie du truc. Oui, et puis la précarité. Vous pouvez pas dire à un jeune, tu vas travailler à partir du mois de septembre, mais comme tu as commencé mi-septembre, et bah du coup on n'a pas pu bien enregistrer ta fiche de paye, donc ça va pas se décaler sur octobre parce qu'il y a un problème informatique, donc finalement ça va arriver en novembre. Le jeune qui prend ce job-là parce qu'il fait ses études à côté, par exemple, c'est souvent le cas, il a besoin d'avoir une stabilité financière. Et puis il y a un sujet aussi, c'est que dans le périscolaire, que ce soit dans les écoles ou dans les centres aérés, il n'y a pas une obligation de 100% de BAFA. Et donc, il y a une partie des jeunes qui viennent pour faire parfois du remplacement ponctuel, donc c'est encore plus précaire, et qui n'ont pas ce BAFA, et on ne les engage pas dans un processus de participation à la formation du BAFA. Donc, il faut les accompagner. Et puis, il faut réussir à sécuriser certains parcours. C'est important. Continuons sur le thème de la petite enfance. Quand vous avez entendu parler de l'affaire de la crèche, quelle a été votre première réaction ? Ma première réaction, ça a été de l'incompréhension. Pourquoi ? Parce que je l'ai appris par la presse, comme toutes les familles en fait. Et dans une situation comme celle-ci, quand on gère une crise de cette ampleur, c'est pas la presse qui doit informer les gens. En tout cas, je considère que les familles méritaient d'être informées avant que ça sorte par un communiqué de presse. Et qu'en tant qu'élu d'opposition, c'est pas une question d'être surtraité, mais c'est une question de... C'est logique, si vous voulez pas que votre opposition elle s'empare du sujet et qu'elle en fasse une polémique, vous l'informez, vous anticipez l'effet boule de neige que vous allez avoir en retour. Et il y a eu une extrêmement mauvaise communication sur le sujet. Une fois que c'est dit, ça s'arrête pas là. Il faut entendre maintenant la colère, l'inquiétude, l'effroi et le désarroi qui sont absolument légitimes des parents. Il y a 2 établissements qui sont concernés, une crèche et une école scolaire. Et donc, forcément, moi, j'ai participé en toute modestie, en toute discrétion, sans intervenir à une réunion d'information auprès des familles. J'ai entendu... que les réponses apportées par la mairie et notamment par le maire n'étaient absolument pas satisfaisantes. Il n'y avait pas de calendrier, il n'y avait pas d'informations précises, il y avait des questions dont les réponses restaient vagues, des questions qui restaient simplement dans le vide, et forcément, on ne peut pas se permettre ce tel niveau d'amateurisme dans la gestion d'une situation comme celle-ci. Protéger nos enfants. Moi, j'ai des enfants, ils sont petits, ils ont 4 ans, 2 ans et demi et 10 mois. Forcément, quand on est parent et qu'on confie nos enfants, que ce soit dans une crèche ou dans une école, on doit pouvoir le faire en pleine confiance. C'est essentiel. C'est des gens qui vont s'occuper de nos enfants du matin jusqu'au soir. Quand nous, on est au travail ou quand on est sur d'autres engagements. Et aujourd'hui, quand on se rend compte avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, MeToo et plein d'autres scandales sur les agressions sexuelles, que ça vient toucher ce qui, dans notre âme de parents, est le plus cher pour nous, c'est-à-dire notre propre chair, CHAIR, c'est dramatique. Donc, il faut impérativement que la municipalité et l'équipe du maire actuel s'engagent avec des mesures fermes. Aujourd'hui, ils ont lancé un audit sur la crèche concernée, sur l'école concernée. Nous, on dit que c'est pas assez. Bien entendu qu'il faut un audit, mais il le faut sur tous les établissements, parce que rien ne dit qu'il n'y a pas peut-être une catastrophe qui sommeille ailleurs, que personne n'a encore... bien sûr. Je ne veux pas faire le polémiste à l'antenne, mais si on se réfère, et on l'a un peu dit sans le dire, c'est-à-dire que maintenant, tout le monde est connecté. Bien sûr. Et on sait le drame périscolaire à Paris. Oui. Et on sait le nombre d'ampleurs qu'il y a à Paris. Donc les gens, par effet de boule de neige, peuvent s'imaginer une affaire par une affaire. Oui.
Et comme vous dites, retrouver peut-être ou peut-être pas ce type de personnes dans d'autres établissements. En tout cas, même si jamais il n'y avait rien, faire un audit et un contrôle dans l'ensemble des établissements concernés, crèches et écoles, c'est essentiel. Mais il faut aussi que ce contrôle il soit indépendant. Aujourd'hui, on n'a pas eu d'informations sur l'audit. Est-ce qu'il est indépendant ? Non. S'il est mené par la ville de Rouen, ça n'a pas de sens. Il faut qu'il soit indépendant, c'est-à-dire quelqu'un extérieur qui vient échanger avec les professionnels, qui vient comprendre les modes d'organisation professionnels pour pouvoir faire un constat neutre. Ça, c'est essentiel. Et moi, j'ai même écrit au président du département pour demander que la PMI, la protection maternelle et infantile, vienne faire un contrôle. Ce n'est pas pointer du doigt la ville de Rouen en faisant ça. C'est simplement que la ville de Rouen, dans une situation comme celle-ci, elle ne peut pas rester toute seule. Elle a besoin de s'appuyer sur les autres collectivités qui sont des partenaires, qui ne sont pas des ennemis et qui peuvent venir avec un contrôle, avec des moyens supplémentaires, aider à sortir de cette situation de crise qui est dramatique aujourd'hui. Il en va de la protection de nos enfants et je pense que c'est la priorité aujourd'hui, la protection de nos enfants. Ce que j'entends dans votre parole, c'est dépassons les couleurs politiques Bien et sûr. allons à l'essentiel. Bien sûr, absolument d'accord, c'est absolument ça. On arrive dans un système où les gens n'en peuvent plus de la politique parce que quand vous regardez ce qui se passe à Paris ou ailleurs, vous avez en permanence des conflits et des bisbilles entre tel parti, entre la droite, entre la gauche, entre l'extrême, entre le machin, entre le truc. Les gens, ils n'en peuvent plus. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 50% de gens qui sont allés voter aux élections municipales à Rouen ? Mais parce qu'il y a 50% de gens qui n'en ont plus rien à foutre en fait, qui n'y croient plus, qui en ont ras-le-bol. Et ça s'entend, parce qu'on est en permanence en train de se friter sur des petits bouts de machin et on donne une image déplorable de la politique. Et je pense qu'on doit être les premiers ici à l'échelle locale à montrer l'exemple et que la ville de Rouen, même si elle est de gauche, et que le département de la Seine-Maritime, même s'il est de droite, ils sont capables de travailler ensemble, non ? Ce serait la base normalement du serait la travail base. collectif en République. Dans une effectivement. boîte, dans une entreprise, Naïm, dans une entreprise, vous mettez des gens autour d'une table, ils pensent tous des choses différentes, ils bossent ensemble. Donc, à un moment donné, sur les sujets qui sont des sujets essentiels et qui concernent nos enfants, dépassons ces clivages-là pour trouver des vraies solutions et des solutions pérennes. Sinon, on va droit dans le mur. Sinon, qu'est-ce qui se passera ? Je vous le souhaite pas, et je me le souhaite pas, et je le souhaite à personne, et encore moins à la France. Dans quelques mois, vous aurez à la tête du pays un extrême, et ce sera catastrophique. Justement, vous, maintenant, dans la municipalité, dans le conseil municipal, ils sont là, ils sont présents. Enfin, on peut les appeler comme ceux-ci, beaucoup le font. La France Insoumise et le Rassemblement National. Comment vous trouvez justement leur participation au conseil ? Moi, pour avoir regardé, pour avoir pu assister, on sent que ils sont là à chercher un peu la petite chose bête. à dire. Oui, bien sûr. La petite bête, la petite polémique, la petite phrase. C'est-à-dire que par rapport à il y a un an où j'ai pu regarder des séances de conseil, là, c'est moins calme. C'est moins calme. On a l'impression que c'est une petite assemblée nationale. Et bizarrement, ouais, exactement. On pourrait comparer ça à une petite assemblée nationale. Et bizarrement, plus l'élection présidentielle va approcher, plus ça va se cristalliser. Moi, je respecte tout le monde. C'est l'exercice démocratique. Les Rouennaises et les Rouennais ont voté. L'année prochaine, les Français vont voter. Donc oui, il y a différentes sensibilités politiques dans notre pays. C'est une réalité. Maintenant, je tiens à rappeler une chose, et on a été particulièrement vigilants là-dessus pendant les 6 dernières années, puisque ça fait 6 ans, moi, que je suis élue, avec des nouveaux élus, mais on en parlera peut-être un petit peu après, à ce qu'on s'intéresse aux enjeux locaux, à ce qui concerne les Rouennaises et les Rouennais. Et là, aujourd'hui, avec LFI comme avec le RN au sein de l'Assemblée municipale, oui, on se retrouve avec des polémiques nationales qui viennent dans les débats, on se retrouve avec des petites phrases, avec des petites invectives, et ça pollue les échanges. Moi, je le regrette. Maintenant, il n'y a pas le choix, c'est l'exercice démocratique, donc tout le monde a la parole. Ça, je le respecte, mais je le regrette. Effectivement, parce que on voit bien que beaucoup essaient d'amener des sujets nationaux ou une politique politicienne au niveau national, alors que normalement on est censé parler des Rouennais et des Rouennaises. Alors, je ne suis pas là pour juger, car je ne suis pas un acteur politique, je suis qu'un intervieweur, mais on voit bien que c'est souvent, on essaye de tout le temps ramener de l'éclivage. Et vu qu'il y a une guerre intestine à l'approche de la présidentielle entre l'EPS et la France Insoumise, les conseils ne sont plus aussi calmes qu'avant, et peut-être que du coup, pour trouver des solutions par rapport au périscope, pour trouver des solutions par rapport au logement, pour trouver des solutions sur le commerce, c'est de plus en plus compliqué.
Il n'y a eu qu'un seul conseil municipal aujourd'hui où on a vraiment voté les délibérations. Le premier, c'est les conseils d'installation. Donc, on verra au prochain comment les choses se passeront. Mais j'espère qu'on arrivera à en sortir plutôt grandi dans l'intérêt des Rouennaises et des Rouennais et pas encore sur les petites joutes oratoires qu'on voit poindre à l'extrême droite comme à l'extrême gauche et dans lequel le maire de Rouen s'insère assez facilement, je dois dire quand même. Si vous avez suivi le conseil métropolitain, la manière que le maire de Rouen et donc le président de la métropole a de parler aux élus des extrêmes est quand même assez décevante globalement parce qu'il ne fait qu'attiser en fait ce système de polémique. Revenons un peu au soir du deuxième tour, au résultat. Vous étiez dans votre QG campagne, je suppose. Oui. Comment vous avez pris justement le fait de plus de 7000 Rouennais, j'allais dire 7000 Français, décidément, ça fait pas beaucoup de Français. Comment vous avez pris justement l'accueil des votes en votre faveur des plus de 7000 Rouennais qui ont voté pour vous? Très honnêtement, au soir du premier tour, on avait 20 points de retard. Je ne suis pas naïve. J'ai bien conscience qu'avec un taux de participation de 50%, 20 points de retard, c'est irrattrapable. Ça n'a pas empêché d'aller se battre à fond la caisse, comme on peut le dire, dans l'entre-deux tours, pour aller convaincre déjà ceux qui nous avaient fait confiance de continuer à nous faire confiance, parce que le risque dans un second tour, c'est de perdre de l'électorat. Et en effet, on est passé de 50 à 47% de participation, donc on a perdu de l'électorat pour tout le monde. Mais nous, notre objectif, c'était de continuer à mobiliser notre électorat, d'aller convaincre ceux qui n'étaient pas allés voter de venir voter, bien entendu, et de ceux qui avaient fait un autre choix au premier tour de se retourner vers nous. J'ai été heureuse que ce travail ait payé parce qu'on fait partie des rares candidats qui ont fait plus au second tour qu'au premier, qui ont gagné des voix, parce que LFI a fait plus en pourcentage mais a perdu des voix, donc nous on a gagné des voix, ce qui nous a permis d'aller chercher un siège supplémentaire au conseil métropolitain, donc on est 4 élus de mon groupe Réussiront à siéger à la métropole. Et puis bien sûr, je m'attendais pas à gagner, sur le plus grand des miracles, peut-être, mais j'avais conscience qu'on n'allait pas gagner. Maintenant, on devait faire le meilleur, le mieux, et c'est ce qu'on a fait. Et moi, je profite du micro pour le dire, je suis particulièrement fière de l'équipe qui m'entoure, je suis particulièrement fière des 54 candidats plus 55 avec moi qui étaient sur cette liste, mais pas que de eux, de tous ceux qui se sont engagés dans cette campagne, des gens dans les quartiers. Je pense ici sur les Hauts-de-Rouen à Marion, à Denise, aux deux Karine, à tous celles et ceux que j'ai croisés. Et je veux leur dire merci parce que parfois, on s'en rend pas compte, mais une aventure municipale, certes, il y a une tête de liste, c'est la personne que vous voyez sur les affiches, c'était ma tête sur les affiches, mais il y a plein de gens derrière. Et c'est une formidable aventure collective, humaine, dans laquelle on se transcende, on se dépasse, on donne le meilleur de soi-même. Et moi, je suis rien sans les autres. Moi, je suis pas une individualiste, je fonctionne en équipe et je fais confiance aux gens avec qui je travaille. Et j'ai fait confiance à toutes les personnes qui ont fait cette campagne avec moi. Et je prends cette perche, Naïm, pour leur dire merci du fond du cœur, parce que sans eux, je ne serais rien. Ce qui est intéressant pour vous avoir suivi tout au long de cette campagne, c'est que beaucoup vous collez une étiquette de femme de droite, alors que vous avez toujours mis en avant le dépassement politique et surtout le fait de s'entendre avec des modérés de gauche ou des modérés de droite pour aller justement réussir dans le projet que vous proposez. Après, moi, j'ai toujours été centriste dans mon attache à des partis politiques. Mais le centre a toujours été allié avec la droite. Et donc forcément, de manière un peu réductrice, je suis une femme de droite. Mais j'ai pas de problème à dire que je suis heureuse de travailler avec une droite intelligente, une droite républicaine, une droite modérée, une droite qui croit aux valeurs de la France, parce que c'est important, je pense, de croire aux valeurs de la France sans extrémiser tout ça. Mais de la même manière, je suis une centriste profondément humaniste. Et donc, j'ai aucune difficulté à parler avec des gens sociodémocrates, issus de la gauche, déçus du socialisme, qui partagent des valeurs de réussite, de progressisme, des valeurs de mérite, autant que moi je peux le faire. Donc en effet, je suis une femme de compromis, d'équilibre, de justesse peut-être. Peut-être que c'est ce qui me fait défaut aussi, peut-être d'être capable de parler avec tout le monde, alors qu'il faudrait dans un monde politique très bipolaire et très clivant, marqué très franchement des sensibilités. Moi, c'est pas ma manière de faire, et en tout cas,
cas, je ne changerai pas là-dessus parce que je pense que c'est les valeurs qui me caractérisent. Marine Caron, vous êtes une femme d'expérience maintenant dans le monde politique. Une dizaine d'années que je suis engagée, ouais. Vous ne pensez pas que le clivage gauche-droite va revenir même après la fin du mandat d'Emmanuel Macron? C'est-à-dire que si on va dans une logique, je pense que le clivage gauche-droite, à part sur des sujets précis, ne peut pas revenir. En fait, on est obligé d'aller dans le dépassement. Il est en train de revenir. Emmanuel Macron, quand il est arrivé en 2017, il est arrivé avec la promesse de dépasser les clivages. Ça a un peu fonctionné au début. Je pense que tout le monde a vu ce qui se passait et ça a plu. Maintenant, si on tire le bilan des 2 mandats, je pense que tout le monde est déçu à la fin. Donc, au final, on se dit tout ça pour ça. Peut-être parce qu'il n'a pas réussi à transformer l'essai, parce qu'il était sur certaines choses trop auto-centré sur lui-même et convaincu qu'il était le meilleur et qu'à lui seul il pourrait tout réussir, ce qui n'a pas été le cas. Je pense que la force d'un élu qui s'engage en politique, c'est aussi de reconnaître ses erreurs. Moi j'aime bien la théorie de l'aveu, avouer qu'on n'est pas parfait, qu'on est tous humains, qu'on peut se tromper. Bon, certains ne savent pas le faire. Et il est arrivé, Macron, avec ce fait de dire il n'y a plus de clivage, moi je réunis tout le monde. Et sauf que les clivages, ils sont revenus. La bipolarisation, elle est revenue avec les extrêmes, avec l'extrême droite et l'extrême gauche. Ce qui peut se passer aux élections présidentielles l'année prochaine, étant donné que à droite et au centre, personne ne se met d'accord et qu'à gauche, personne ne se met d'accord, c'est d'avoir au second tour extrême droite, extrême gauche. Et donc cette bipolarisation, si c'est le cas, elle se recrée encore de manière encore plus forte en mai 2027. Et là, on pourra qu'être inquiet, en tout cas de mon point de vue et de mes valeurs, sur l'avenir de la France. Continuons avant de faire une petite pause, une petite dernière question. Allons-nous vous voir encore sur le terrain dans les prochaines années? C'est-à-dire que moi, par exemple, récemment, j'ai fait le marché du Châtelet et j'ai entendu, non pas vous concernant, mais concernant les politiques en général de Rouen, c'est depuis la fin de la campagne, on ne les voit plus. Oui, c'est classique. Je le regrette, c'est classique. Alors, je suis sur le terrain, j'y suis toutes les semaines depuis. Il y en a même qui m'ont dit « Mais t'es encore en campagne, il faudrait peut-être que t'arrêtes. » Donc, je n'arrête pas parce que l'engagement, il est au fond de moi. Mais Naïm, vous avez absolument raison. En fait, les gens, ils ont besoin de nous voir, pas de nous voir de temps en temps. Après, ils ont besoin aussi de comprendre qu'on a eu besoin de souffler après la campagne, c'était intense quand même, qu'on a aussi une vie professionnelle, une vie familiale et que dans tout ça, il faut trouver le bon équilibre. Mais je suis sur le terrain, je serai au rendez-vous du terrain et je continuerai d'être sur le terrain parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et désormais, je vais passer la main à ma copilote d'émission, Inès, qui va nous faire la petite pause musicale. Et oui, bonjour Marine Caron, au passage, je vais vous proposer une pause musicale, le temps aussi que les auditeurs réceptionnent un peu ce que vous avez dit. Et on va se retrouver dans une deuxième partie, on va parler vie associative, QPV, vous allez donner votre regard. On revient, à tout de suite.
Ce soir c'est Bissot sur scène, jette mon couplet. C'est Yes Weekend version rap congolais. Des jaunes, des blacks, des Mundele, des gars d'Enzele. Africa Unité, ambiance Ma Ike. tenue est prête pour ce soir. D'abord je passe au massage chez la Rosa. Et pour l'énergie un plat du pays. Mais c'est à quelle heure On ce se soir? réglophone, ce soir l'Afrique et le style parle. Donc je fais un tour chez Babs, mon coiffeur 5 étoiles. Après-midi, Songi à Châtelet les Halles. Les moves, les ragots, puis faut que je taille normal. Quand on arrive on dit bis. Si tu kiffes tu dis so. Bis. Tout le monde lève la main pour Bissot. Balancez les mains pour Bissot. Tout le monde lève la main pour Bissot. Frappez les mains. Tout le monde lève la main pour Bissot. Balancez les mains pour Bissot. Tout le monde lève la main pour Bissot. Frappez les mains. Et merde, je suis encore en retard. Tu connais l'heure africaine, esprit de blédard. Faut que je trouve un bluff vite fait, j'enfile un incroyable costard. Fonce au volant de mon Merco, zigzag appel de phare. C'est le son de la police. Encore un contrôle une fois de plus. J'ai pas le temps de l'argent, j'ai un show ce soir. Vous voulez quoi, mon permis, mes papiers longois. L'Afrique plane sur la ville, trop de style. On remonte le falzar jusqu'au nombril. Quand on arrive on dit bis. Si tu kiffes tu dis so. Bis. Tout le monde lève la main pour Bissot. Balancez les mains pour Bissot. Tout le monde lève la main pour Bissot. Frappez les mains. Tout le monde lève la main pour Bissot. Balancez les mains pour Bissot. Tout le monde lève la main pour Bissot. Frappez les mains. Une hôtesse nous accueille dès qu'on arrive dans la salle. Elle nous montre les loges et tout doucement on s'installe. Backstage, tout le monde est bien chaud. C'est moto. Alors que le public s'entend bien, c'est le public est en transe pour acclamer le Bissot. Nous en Afrique ou en France, sur scène on mouille le maillot. Chez nous pas de différence, tout le monde est au même niveau. La foule kiffe, crie et on la pousse. Unos, dos, tres, arriba. HDR. Le mix de toutes les cultures, 99.1. Vous êtes bien sur le mix des cultures et sur votre émission La Voix des Municipales. Toujours avec vous, Marine Caron et Naïm. Et je pense que dans quelques secondes, on va un peu revenir en arrière sur des personnes dont vous avez dit qui étaient de l'ombre, mais qui ont été aussi présents. Et je pense que ce serait intéressant de revenir dessus. Qu'est-ce que t'en dis, Naïm ? Moi, je suis totalement d'accord. On va même parler de l'équipe actuelle qui accompagne Marine Caron au conseil municipal. HDR. Vous écoutez HDR 99.1 HDR. HDR, le mix de toutes les cultures. HDR. Alors, Marine Caron, on a abordé pas mal de sujets dans cette première partie, mais on va surtout aborder un sujet humain et essentiel. Votre équipe qui vous a accompagné pendant cette campagne et ceux qui ont été élus aussi au conseil municipal. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Bien sûr, on est une campagne, c'est des centaines de personnes qui s'engagent, parfois dans l'ombre, d'autres sur la liste. Et aujourd'hui, on est 7 élus au conseil municipal de la ville de Rouen à siéger. Certains qui étaient déjà là sur le précédent mandat, voire encore plus avant, comme Bruno Deveau par exemple, ou Ayed Zergui qui a été élu en 2020 pour la première fois à mes côtés. Je l'avais rencontré dans un cadre associatif. Je lui avais tendu une perche en lui disant « Est-ce que tu aurais envie de t'engager ?» Elle avait dit oui et c'est comme ça qu'elle est arrivée
dans ce monde politique dans lequel elle n'aurait jamais imaginé mettre les pieds dans un autre contexte. Et puis, il y a des personnes qui reviennent parce qu'elles avaient déjà eu un mandat par le passé, comme Marie-Hélène Roux, et d'autres qui sont nouveaux, comme Benoît Rousset, Karine Wolf, qui est pharmacienne sur les Hauts-de-Rouen à la Grand-Mare, ou encore comme Dimitri Deneuve. Et donc, c'est important que le conseil municipal permette à des personnes nouvelles de s'engager, de découvrir les rouages de la politique locale. Et j'en profite parce que malheureusement, on n'a eu que 7 élus. Ça n'a pas été suffisant, mais je voudrais saluer Félicie Renon, qui a travaillé pendant un mandat à mes côtés sur la question du handicap, notamment, puisqu'elle a un handicap moteur, elle est en fauteuil roulant. Ce mandat, c'était beaucoup pour elle. Ça signifiait énormément en termes d'investissement, en termes d'implication. Je sais que ça lui manque beaucoup. Et donc, du coup, je profite également à elle en particulier pour dire merci. J'avais une question, c'est vrai qu'on parle de liste, d'équipe. Comment on choisit en quelque sorte, comment se fait cette composition de l'équipe aussi, comment on arrive justement à trouver un peu ces bonnes personnes qui peuvent apporter à la ville de Rouen? Alors, c'est pas forcément facile, notamment quand on a un rassemblement transpartisan, parce qu'on peut s'imaginer que les partis, ils imposent des choses, ils ont des revendications, des quotas. Très honnêtement, les choses ont été très fluides pour nous. J'avais conscience d'avoir un rassemblement de différents partis, donc j'ai écouté, j'ai respecté, mais j'ai pris des gens avant tout pour ce qu'ils sont et ce qu'ils apportent. Il y avait, à titre d'exemple, Rodolphe Launay, ancien commerçant. Il y avait Loïc Bonnet, directeur d'un théâtre. Il y avait Hortense Baglin, engagée sur les sujets de solidarité. J'avais dans l'équipe Nabila Miloudi, particulièrement engagée sur la parentalité dans le quartier Gramont. Il y avait Pierre Dehaene qui appartient au mouvement sportif. Donc vraiment des gens qui étaient là parce que demain, on devait être prêts. Si les Rouennaises et les Rouennais nous faisaient confiance, à être en responsabilité, et donc avec des gens qui avaient des vraies compétences à mettre au service de la ville. Et donc c'est vraiment ce que j'ai fait le choix de privilégier, la compétence, et puis bien entendu le travail et l'engagement sur le terrain. On avait une équipe magnifique. Je regrette que toutes ces personnes ne soient pas aujourd'hui en responsabilité à mes côtés, mais elles savent que dans une campagne, il y a une personne qui gagne, il y a une personne qui perd. Malheureusement, c'est le jeu. Et ce que je souhaite, c'est que ça ne fasse pas faillir leur envie de s'engager pour l'avenir. Et pour celles justement qui sont à vos côtés au conseil municipal, qui sont-ils en quelque sorte? Je pense que vous êtes passé de manière assez rapide. Vous êtes 7, donc ça va, on a le temps de faire un peu le tour de la question. Mais qui sont-ils? D'où ils viennent un peu pour qu'on puisse les Bien identifier? Alors, Benoît Rousset, qui était mon numéro 2, et donc qui est élu à mes côtés, a été professeur quelques années, puis il est entré dans le monde de l'entrepreneuriat, puisqu'il a cofondé une brasserie connue à Rouen, puis ensuite il est aujourd'hui entrepreneur à son compte, particulièrement intéressé sur les enjeux de culture, d'économie et d'attractivité. Marie-Hélène Roux, qui elle a été élue municipale dans les années 2000, donc c'est un peu son retour. Elle est aussi conseillère régionale, engagée sur les sujets de santé, puisqu'elle travaille au CH, au centre hospitalier du Rouvray, sur le centre hospitalier psychiatrique. Dimitri Deneuve, qui lui est quelqu'un d'engagé politiquement centriste, particulièrement aux côtés d'Hervé Morin, qui travaille dans le sujet des énergies renouvelables, notamment dans le conseil et l'accompagnement des entreprises sur ces sujets-là. Ayette Zergui, qui était donc élue à mes côtés, qui est conseillère à la mission locale, donc elle accompagne les jeunes dans leur insertion et leur parcours professionnel. C'est son deuxième mandat à mes côtés. Il y a également Karine Wolf, qui est donc pharmacienne sur le sujet de la santé sur les Hauts-de-Rouen. C'est la première fois qu'elle s'engage, donc elle découvre. Et puis Bruno Deveau, qui lui est anesthésiste. C'est son 3e ou 4e mandat, que je ne dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4e mandat à minima. Donc lui, il connaît bien la ville municipale. C'est un peu la mémoire de tous les dossiers municipaux. Donc voilà, on est une belle équipe, 4 femmes, 3 hommes, et prêts à s'engager sur tous les terrains au service de la ville, et vit avec derrière cette équipe de dizaines et dizaines de personnes qui continuent de vouloir travailler à nos côtés et qu'on voit régulièrement, qui nous accompagnent sur les manifestations, qui sont présents sur le terrain dans tous les quartiers. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit une diversité des profils en fait. C'est pas un profil type, style grandes écoles ou pas, c'est vraiment des personnalités venant de tout Rouen. Absolument.
et avec l'envie d'aller réussir, d'où le nom Réussir Rouen. Et on voit bien que l'envie de faire et l'envie de bien faire est là. Donc vous nous dites que les personnes qui vous ont accompagné pendant cette campagne sont toujours présentes. Absolument. Je parle pas des élus, mais je parle Les autres des... aussi, bien sûr, Voilà. les autres aussi, en effet. On a créé une structure qui s'appelle Réussir Rouen, à la fois transpartisane citoyenne, qui permet de réunir toutes ces personnes-là. On a de nombreux projets, on a encore une réunion de travail à la fin du mois de juin, donc on va faire de belles choses, on les fera au service des Rouennaises et des Rouennais pour défendre les idées qui sont les nôtres. Maintenant, passons au focus, vie associative. HDR. Vous écoutez HDR 99.1 HDR. HDR, le mix de toutes les cultures. HDR. On a pu justement, dans des interviews précédentes, même pendant le débat, aborder ce thème-là, un thème cher à la radio, un thème cher à mon cœur, moi, la vie associative. Je sais qu'il n'y a pas eu encore beaucoup de modifications parce que le mandat vient de s'installer, mais si vous pouvez nous dire un peu votre vision sur les mois ou les années qui viennent autour de la vie associative. Nous, elle restera inchangée par rapport à ce qu'on a proposé pendant la campagne. D'abord, de prioriser les subventions aux associations locales. C'est un sujet important. Il y a des subventions de la ville de Rouen, donc l'argent des Rouennais qui sont donnés sur des associations qui ont une envergure nationale. Nous, on considère que la priorité, c'est nos associations locales. De pouvoir recueillir, écouter, auditionner en fait tout porteur de projet qui fait une nouvelle demande de subvention, ne pas les attribuer au doigt mouillé, entre guillemets, c'est-à-dire au bon vouloir de l'élu, mais réfléchir vraiment, est-ce que le projet s'inclut dans le territoire, est-ce que ça a du sens, parce que parfois, il faut le dire, il peut y avoir un peu de copinage dans certaines attributions, donc il est bon ton de pouvoir y remettre un peu d'ordre. Nous, on était attachés à pouvoir avoir une simplification des démarches administratives, parce qu'on sait, et vous êtes concernés certainement, que c'est complexe, tous ces dossiers de demande de subvention où on s'arrache les cheveux, où il faut tout faire en temps et en heure, où les plateformes entre le département, la ville, la métropole sont pas les mêmes, et donc du coup c'est compliqué. Donc nous on continuera de dire qu'il faut travailler à une simplification et une harmonisation des processus. Et puis il y a un sujet qui me tient aussi particulièrement à cœur, c'est le bénévolat. C'est mettre en avant ceux qui sont bénévoles aujourd'hui. Nous on avait proposé d'organiser une grande soirée du bénévolat pour remettre des trophées chaque année à des personnes engagées dans des associations. C'est important parce que le bénévolat se perd, il y a de moins en moins de gens qui ont envie de s'engager, qui ont envie de faire des choses. Pourtant, on en a besoin. Donc ça, c'est un axe qui me paraît essentiel aujourd'hui. Et puis, donner envie aux jeunes de s'engager, de faire du bénévolat et de, je trouve pas mon terme là tout d'un coup, mais de le gratifier, enfin de le valoriser sur une ligne d'un CV aussi, sur un parcours pour que parfois des jeunes qui ont du mal à trouver un autre stage ailleurs ou un premier emploi se disent que son expérience bénévole peut être porteuse d'un engagement par la suite ou d'une facilitation, d'un mode facilité pour trouver un petit contrat, un job ou autre chose. C'est essentiel. Et la vie associative, pardon Naïm, mais elle est dans tous les quartiers, c'est un maillage essentiel que la municipalité doit continuer d'accompagner, que ce soit par le forum des assos, que ce soit par des grandes rencontres annuelles, et il faut être à l'écoute dans tous les quartiers parce que cette vie associative, elle peut être culturelle, elle peut être sportive, elle peut être de loisirs, elle peut être de solidarité, elle peut être de cohésion, elle peut être environnementale, elle peut être sur plein de thèmes et on en a vraiment fondamentalement besoin. Les associations réclament souvent des moyens, de l'accompagnement, être mieux considérées aussi dans leur gestion administrative, parce que, comme vous l'avez pu le dire au début, il y a souvent le stress de demander une subvention, le délai, l'attente aussi, une fois que la subvention est obtenue, de le recevoir sur le compte de l'association. Donc c'est toujours ça qui met en péril. Ouais. Et en même temps, parce que souvent on parle de la subvention et de l'argent, mais l'argent fait pas tout. Je pense qu'il y a une chose que vous avez dite qui me paraît essentielle, c'est l'accompagnement aussi. C'est avoir une personne à qui s'adresser quand on a une question. Peut-être que c'est aussi faire de la bourse aux compétences entre les associations elles-mêmes, parce qu'il y en a qui sont hyper doués pour monter un dossier de subvention par exemple, quand d'autres sont complètement perdus, mais par contre elles ont des super compétences en termes de communication quand une autre association ne va pas les avoir. Et donc permettre aux associations de travailler ensemble sur ces choses-là, c'est aussi important. Donc il n'y a pas que
l'argent, même si c'est le nerf de la guerre, l'argent, je suis d'accord, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Et parfois, pour pouvoir faciliter ces échanges, ces interactions entre les structures associatives, ça peut avoir du sens d'avoir une maison des associations. Aujourd'hui, il y a la mairie Annexe-Pasteur, mais bon, désolé, c'est pas vraiment, à part être une boîte postale où les gens reçoivent leur courrier, c'est pas vraiment un lieu où toutes les associations se retrouvent. On a besoin d'avoir une grande maison des associations et ça pourrait être un projet d'envergure qui aurait du sens. La mairie n'a pas justement un projet de consultation auprès des présidents d'associations pour essayer de construire cette maison des assos? Peut-être, mais nous dans l'opposition, on n'est pas au courant. C'est la question de l'information. C'est assez dommage parce que moi j'ai vu un mail récemment passé des Je serais des heureuse services. de prendre connaissance de ce mail et si c'est le cas, tant mieux et on saluera que ça aille dans ce sens-là parce que c'est une bonne chose, mais aujourd'hui on n'est pas au courant. Donc en fait, on revient un peu... Comme quoi on revient aux problèmes qui ne vont pas du précédent mandat. On revient à la première partie, c'est qu'en fait, Exactement. en vérité, la communication... reste la même et est-ce que les choses vont vraiment changer pendant les 6 prochaines années? J'en doute personnellement. Je vais me mettre un peu en avant, mais on est tous maintenant dans un monde technologique, on a tous des réseaux sociaux, des plateformes de messagerie. Pourquoi? C'est une question que j'aurais pu vous poser même en tant que peut-être futur maire de Rouen. Pas créer un groupe justement avec tous les présidents de groupe. Pourquoi pas? En effet. Un groupe WhatsApp où au moins le maire ou son premier adjoint. Alors parce qu'on vous dira que la mairie n'a pas autorisation de transmettre les coordonnées parce que RGPD et donc du coup il n'est pas possible de le faire spontanément. Après rien n'empêche très, très clairement sur une manifestation de proposer aux associations de signer un papier en disant j'autorise la transmission de mon numéro de téléphone en tant que président pour pouvoir être dans le groupe de coordination et dans ce cas-là de le faire. Donc il y a toujours des moyens de pouvoir le faire. Moi je pensais même plus à un groupe justement des élus municipaux, des présidents de groupe qui sont en lien direct avec le maire sur des sujets. Mais ça on l'a Naïm, mais il se passe rien dessus. Ou alors quand on met des messages, je peux te montrer les 2 derniers messages. C'est un message de Maxime Da Silva et un message de moi sans aucune réponse. Donc on a ce groupe avec de discussions avec le maire et les présidents de groupe, donc écologistes, communistes, socialistes pour la majorité, LFI, droite et centre pour nous et le RN, mais dessus on a très très peu d'informations et en tout cas, par exemple, l'exemple qu'on donnait tout à l'heure sur la question de la gestion de la crise sur la crèche et les agressions physiques à caractère sexuel sur les enfants, on aurait pu sur ce groupe-là avoir une alerte en nous disant on vous informe, on vient d'être, cette bombe entre guillemets va sortir, voilà la situation à l'instant T, est-ce qu'on a comme élément à vous fournir plutôt que de le découvrir dans la presse, mais en effet cette boucle n'est pas utilisée. Problématique parce que j'ai pu assister moi aux désinstallations des 2 conseils, métropolitain et conseil municipal de Rouen. On est bien d'accord que dans son discours, le maire actuel ou le président de la métropole était là à nous dire moi je veux travailler avec l'opposition, le discours un peu habituel du politique. C'est du discours. Mais là, en fait, on se rend compte par votre voix que ça reste que du discours. C'est du discours. Alors après, il y a eu quelques actes en nous donnant la présidence de la commission d'appel d'offres ou autre, ça je le reconnais. Maintenant, il faut voir dans la pratique quotidienne. C'est du discours, mais derrière, trop peu de résultats ou trop peu de véritable écoute. Et si maintenant nous passons au thème des QPV. HDR. Vous écoutez HDR 99.1. HDR. HDR, le mix de toutes les cultures. HDR. Et oui, on est de retour. Il y a des habitants des Hauts-de-Rouen, moi, qui m'ont dit c'est quand que la piscine va sortir de terre, c'est quand que des choses vont être faites pour nous, c'est quand que les projets vont être installés. Je sais que vous êtes dans l'opposition, mais justement, je pense que vous devez aussi entendre ces bruits venant des habitants de Rouen. Est-ce que, une fois la campagne passée, le sujet des QPV est un peu mis de côté? Mais il ne devrait pas. Il ne devrait jamais être mis de côté. Moi, je n'ai pas les réponses. Je ne vais pas botter en touche en disant c'est la responsabilité du maire. C'est le cas, pourtant. Mais en effet, je suis passée là tout à l'heure en venant devant le terrain qui doit accueillir la piscine. On attend de voir les choses bouger, très concrètement. Alors qu'on nous avait annoncé un début des travaux il y a déjà quelques mois. Donc, je pense qu'il y a des réalités, c'est-à-dire que très souvent, pour l'équipe municipale actuelle, les QPV sont un terrain de conquête et de chasse, entre guillemets, pour l'électorat sur les élections. Et puis derrière,
qu'est-ce qui se passe vraiment. Et ça, c'est du travail de long terme. Vous avez aujourd'hui un élu en charge du QPV des Hauts-de-Rouen et du QPV de Grammont, hein. Je pense que c'est eux qu'il faut peut-être interroger aussi. Savoir quelle est leur vision, pourquoi ils sont engagés, pourquoi ils ont été élus, ce qu'ils s'engagent à faire, quelle est leur méthode. Parce que moi, j'aimerais bien qu'ils nous présentent leur feuille de route aussi, hein. Je la connais pas, leur feuille de route. Donc, très honnêtement, il ne s'agit pas uniquement de nommer des gens pour les nommer et pour dire que ça fait bien, il y a un référent à tel quartier. Mais il faut aussi avoir des gens qui ont vraiment envie de s'engager, de faire bouger les choses. Projetons-nous dans le futur. J'ai vu que c'est intéressant que vous utilisiez le mot feuille de route. Imaginons que vous, Récia Rouen, avez été élu le 22 mars 2026. Qu'auraient été justement vos premiers gestes envers les QPV de Rouen aux premières semaines de votre mandat? Je serais revenue dès la semaine d'après déjà. Pour échanger avec les habitants. Moi, j'avais la volonté de nommer un référent par quartier, pas des grands quartiers par quartier de taille raisonnable, notamment sur les Hauts-de-Rouen, un référent, ce qui est le cas. Mais je lui aurais demandé d'aller distribuer un document dans toutes les boîtes aux lettres pour se présenter aux habitants, que les habitants aient un visage, un nom, pour savoir qui il s'agit. Et puis, j'aurais organisé une rencontre dans les QPV, comme j'en aurais organisé une à Descroisilles, une dans les quartiers ouest, une à Orléans, pour venir parler aux habitants et les écouter. Je l'ai fait pendant la campagne, mais je l'aurais refait. Et je l'aurais refait de manière régulière, parce que c'est essentiel aujourd'hui. Le manque de dialogue ou le sentiment de ne pas être écouté, c'est un vrai problème. Et puis après, comme on l'a fait, on aurait mis des choses en place. On aurait agi sur la sécurisation du quartier, mais pas que, sur le soutien à l'installation pérenne des commerces, au retour de la poste et du distributeur sur la dalle de la Grand-Mare, à une accélération des projets dans le quartier du Châtelet, parce que c'est beau de voir tout détruit, mais les gens ils s'interrogent aussi sur le respect de la temporalité des travaux. Et donc de le faire de manière régulière, et pas d'attendre l'opportunité d'un événement ici ou là pour le faire, mais le faire de manière régulière. Et encore, c'est pas dit que pendant l'événement, pendant un événement de quartier, que ce soit sur le Hauts-de-Rouen, parce que on est en train d'enregistrer cette émission à la veille des Hauts en du Talent au quartier Châtelet. C'est pas dit que les habitants verront Monsieur le maire. Ils verront peut-être un élu le représenter, mais pas lui directement. En tout cas, sur les temps forts de la ville de Rouen depuis le début du mandat, ça fait que 2 mois et demi qu'on est élu quand même. Le maire a quand même été aux abonnés absents un certain nombre de fois sur des événements importants. Donc forcément, ça interroge vraiment sur son souhait et son implication sur le terrain. Il y a la campagne, c'est facile en période de campagne d'être partout tout le temps et de faire bonne figure. Maintenant, il faut l'être pendant 6 ans. Et moi, pendant 6 ans, j'ai rien lâché sous le précédent mandat et je continuerai de rien lâcher pour les Rouennais. Pendant une interview précédente, on avait parlé de sécurité au sein des QPV et votre idée, c'était justement d'essayer de rapprocher la police avec les habitants. Est-ce que vous pensez que la majorité actuelle devrait aller dans ce sens, c'est-à-dire casser cette image entre jeunes de cité venant mettre le bazar et policiers venant, entre guillemets, contrôler des jeunes parce qu'ils sont issus de l'immigration? Je suis convaincue que les choses passent par le dialogue, par l'échange et par la rencontre. Et je vais prendre un exemple très concret. À Grammont, cette semaine, il y a eu le raid aventure organisé par le centre social Simone Veil. J'y étais. Par des habitants aussi, par des structures associatives. Et donc les jeunes du quartier sont allés rencontrer les forces de l'ordre, les pompiers, la police, les acteurs associatifs de terrain pour justement se rendre compte que les forces de l'ordre ne sont pas là pour punir, mais elles sont là pour protéger. Et je pense que c'est important de remettre ce dialogue-là. Mais pas que par eux, par les éducateurs aussi, par les animateurs, par ceux qui sont là pour accompagner les jeunes après les cours. J'en ai parlé avec des jeunes qui vivent dans le quartier depuis des dizaines d'années, qui me disent, mais nous, à notre époque, on avait, quand on sortait du collège, un lieu où on se retrouvait, on faisait des activités ensemble, et donc du coup, on traînait pas dans la rue, du coup, on avait des occupations, et puis on faisait des petits boulots, un peu d'intérêt général, et après l'été on avait un voyage qui était quasiment autofinancé et on allait. C'est vrai, parce que moi j'ai connu. Ça n'existe plus en fait. Donc on leur donne quoi comme avenir? On leur fait quoi comme promesse à nos jeunes aujourd'hui? Si ce n'est que dire t'as fini ton cours, il est 16h, va traîner dans la rue, va traîner sur la dalle, va traîner sur le marché, mais rien d'autre. Et ça on l'a perdu et c'est bien dommage parce que c'était ça qui donnait du sens aussi et qui leur donnait, je pense, leur transmettait des valeurs, de dire
on contribue à un effort collectif, je sais pas, en repeignant les murs de telle salle municipale par exemple, et puis derrière, au mois d'avril, pendant les vacances, tu pourras partir en classe découverte au bord de la mer. Et ça, il y a... Oui, et ça, il n'y a plus aujourd'hui. Et passons maintenant à notre carte blanche. HDR. Vous écoutez HDR 99.1 HDR. HDR, le mix de toutes les cultures. HDR. Dites-nous, pour cette dernière partie, un peu, quelque chose que vous aurez envie de dire aux auditeurs. Vous êtes libre, même si, je vous laisse... vous exprimer juste, dans une totale liberté. D'abord vous dire merci. Merci à vous, Naïm, et à la radio HDR d'avoir porté pendant la campagne cette voix des municipales et d'avoir mené le débat, de nous avoir permis de nous exprimer. Je pense que c'est important. On a trop souvent tendance à diaboliser la politique ou alors à avoir peur de s'en approcher. Pourtant, avec vous, ça devient quelque chose de normal et c'est important parce que la politique municipale, elle joue sur la vie de tous les jours. Hein. Elle concerne nos déplacements, elle concerne notre logement, elle concerne nos écoles, elle concerne nos enfants, elle concerne nos commerces, elle concerne tellement de choses qui sont intrinsèques à notre quotidien que parfois on en oublie. Et moi, je veux dire une chose qui est essentielle aujourd'hui, c'est que... un jour, je l'espère, du fond du cœur, les Rouennais me feront confiance pour être en responsabilité et servir notre ville, parce que c'est un engagement de toujours pour moi, que je ne lâcherai pas. Et pour ça, je veux leur dire que je suis ici aux radios de HDR. Je le serai demain si vous continuez de m'inviter, mais je serai aussi demain sur le terrain des événements ici sur les Hauts-de-Rouen, aux côtés de toutes celles et de tous ceux qui ont besoin de parler, au besoin d'expliquer ce qui ne va pas dans leur vie, dans leur ville aussi, pour y apporter des réponses. Et cet engagement-là, je le prends et je le fais cœur à cœur avec tous ceux qui nous écoutent ce soir. Vous pouvez sans aucune difficulté me contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail ou n'importe quoi. Je réponds toujours présente et je le fais parce que Rouen est la ville qui m'a vu naître, la ville où j'élève mes enfants et où je conçois mon avenir. Et mon avenir, c'est avec les Rouennais. Eh ben écoutez, merci Marine Caron d'être venue pour cette première émission bilan de la voix des municipales. C'était à la fois un plaisir et puis surtout je pense que les auditeurs ont pu entendre un peu votre vision du bilan que vous faites de votre campagne, mais surtout des années à venir. Votre vision, mais des années à venir, exactement. Donc c'était un plaisir et je vais maintenant repasser la main à Inès qui va nous dire le petit au revoir. Merci beaucoup en tout cas Naïm. Merci Marine Caron, merci Naïm d'avoir pu animer et prendre son temps à la voix des municipales. Merci à vous d'avoir suivi l'émission de 18h à 19h. Ne quittez pas le mix des cultures. Tout de suite, c'est la suite de la programmation musicale qui continue sur le mix des cultures. Dès demain, retrouvez l'émission en replay sur la chaîne YouTube. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous. Be seeing you, and I'll be all familiar places. 99.1. Tu le prends comme tu le veux. Écoutez. Alors, vous êtes des policiers? Non, madame, des musiciens. Des gens qui n'ont pas plus de conscience que ça, moi ça me révolte. Saloperie, je te foutrais tous en prison, moi. Parfaitement pas de pitié, allez en prison. Voyou, anarchiste, mauvais français. On le fait pour nous, on le fait pour ceux qui nous écoutent. Et si c'est pas dans tes radios, qu'est-ce que tu veux que ça nous foute? Le mix de toutes les cultures. Je m'applique volontiers à penser aux choses 99.1 auxquelles je pense que les autres ne penseront pas.